Oui. Ma question était... La question. Je n'ai pas compris en fait ce que fait la fédéralitude. Monsieur me demandait que propose la fédéralitude. La fédéralitude vise à instituer la démocratie en restaurant la souveraineté du peuple. Et à ce moment, nous nous rejoignons, n'est-ce pas? La démocratie donc vise à garantir la suprématie de l'intelligence collective au-dessus, garantir l'intelligence collective sur le génie d'un seul. Et même s'il est très intelligent, mais s'il est incontrôlable, s'il a tous les pouvoirs, ça nous posera toujours un préjudice. Alors qu'ici, je suis sûr que même s'il y en avait un qui avait un QI de 200, mais vous tous réunis, vous allez le battre aux échecs. Ok? Et ça peut se reproduire dans tous les domaines. On est d'accord? Donc, c'est ça la démocratie, le pouvoir du peuple. Si les Grecs ont inventé ce mot, c'était pour que l'intelligence collective prime sur le génie d'un seul. Je n'ai pas dit la bêtise d'un seul, j'ai dit le génie, c'est le meilleur. Mais bien qu'il soit meilleur, il restera toujours inférieur au génie collectif. Donc, comment est-ce que nous allons procéder à la fédéralitude? Nous parlons donc du principe de subsidiarité. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce terme dans ses études? La subsidiarité. Soyez pas timide. Hein? Oui, vous en avez entendu parler. Donc, on est dans les rappels. Si vous avez visé, maintenant nous révisons, n'est-ce pas? Voilà, ça fait longtemps. Ce principe de la subsidiarité suppose de s'appuyer sur la plus petite entité existante. Et la plus petite entité sociologique existante, c'est l'individu, c'est le citoyen, c'est l'électeur, n'est-ce pas? Donc c'est l'électeur qui prend ses propres mains, son cerveau, pour choisir entre 10 candidats. Alors, il vote celui qui sera son bourreau ou son sauveur, n'est-ce pas? Donc, dans le système proposé par la fédéralitude, nous allons réunir l'ensemble des citoyens qui formeront le peuple, et c'est le peuple qui va élire ses représentants. Et ces représentants, en général, chez nous, on les appelle chambre haute, les sénateurs, et chambre basse, les députés. Ce n'est plus un individu dans le modèle de la fédéralitude qui va constituer le gouvernement, qui va nommer les hauts magistrats, les hauts fonctionnaires, etc. Dans la fédéralitude, nous sommes partis du citoyen, et ce sont les élus du citoyen, les parlementaires, ensemble, c'est-à-dire sénateurs et députés, qui vont maintenant entrer en action pour le peuple. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Donc, le Parlement, constitué des représentants, qui sont donc les représentants des populations, vont dorénavant désigner les membres du gouvernement. Ils vont les désigner sur quels critères? Sur vos documents, vous avez la règle de gouvernement collégial et de démocratie de concordance. Ça veut dire quoi? Un pays comme le Gabon, où il y a plusieurs ethnies, nous allons... les sénateurs, c'est les représentants des territoires. Et l'échelle politique de la fédéralitude, c'est le département. Donc chaque département aura ses sénateurs. Et donc comme tous les départements doivent être considérés au même pied d'égalité, il y aura 1 ou 2 sénateurs pour représenter chaque département. Ensuite, il y a des départements plus peuplés que d'autres, et à ce moment, les députés vont être désignés proportionnellement à la démographie de chaque département. Cet ensemble, ces députés et ces sénateurs qui n'ont pas été élus par des populations Libreville, mais par les populations locales qui les connaissent parce qu'ils résident avec eux et connaissent leurs problèmes, vont maintenant monter, siéger au Parlement. Quand ils seront au Parlement, ils se rendront compte que, mais tiens, il y en a qui viennent de Samba Mangoti, il y en a qui viennent de Mimvoul, et puis il y en a qui viennent de... c'est quoi? Bézé, voilà, Bézé. Et ils se diront, mais donc, le Gabon, il y avait tant de diversité. Exactement. Alors, qui va gagner ici? Qui va être président de qui? Ils diront, nous allons pratiquer la démocratie de concordance. Unis dans la concorde, on a ça dans notre hymne, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on va traduire la concorde dans la réalité politique? Ils diront, nous avons besoin, par exemple, de 9 ministres, parce que nous, on est habitués au chiffre 9 au Gabon.
c'est les 9 provinces. Bon, on a besoin de 9 ministres. La démocratie de concordance vise la représentativité de tous nos territoires. On dira, est-ce que il y a un Fang? Oui. Est-ce qu'il y a un Miene? Oui. Est-ce qu'il y a un Pounou? Oui. Quand on a bouclé les 9, Apinji, voilà, les Apinji. Mais même chez les Mienais, vous savez, il y a le Gallois qui dira, oui, mais les Pongouais, vous avez pris un Pongouais, on a dit non, on a pris un par groupe, mais il n'y a pas de problème puisque le mandat est de 5 ans. Au prochain tour, nous suivons bien nos statistiques, c'est le Gallois qui va passer. Le Gallois dira, bon, ok, ça va, c'est bon comme ça, comme je travaille bien chez moi, il y a des chances que prochainement on me prenne. Donc le gouvernement est formé. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de faire? Avant, nous partions du sommet pour redescendre. C'était un mouvement top-down. Maintenant, nous sommes dans un mouvement down-up. Down-up, c'est les Américains. Je ne sais même pas pourquoi ils inversent les termes comme ça. Mais bon, il faut bien qu'on les apprenne. Donc, on est dans le mouvement down-up. Et puis après, les ministres ont été choisis. Ils ont tous leur poste ministériel. Ils se disent, bon, alors on est tous des ministres, les gars, on fait comment? C'est à ce moment que le Parlement dit, chaque année, je vais choisir. Le Parlement, c'est qui? C'est le peuple. Dit, chaque année, parmi les ministres, nous allons prendre un qui va assurer, en plus de ses fonctions ministérielles, quelques petites tâches en plus pour que la machine fonctionne. Quelles sont ces tâches? Elles sont très simples. À partir du moment où il y a 9 personnes, 9 ministres, ils feront des réunions. Alors, le rôle de celui qu'on désignera pour l'année pour être ministre sera donc d'animer les réunions du Conseil des ministres, primo. Deuxièmement, il faudra bien un qui représente le Gabon à l'extérieur. Ce sera le même. C'est celui-là, le président. Ça devient honorifique. Il faudra bien un qui prononce le discours lors de la fête de l'indépendance ou les grands discours lors de la fête de fin d'année. Eh bien, c'est celui-là qui devient le président. Et c'est le même qui va accréditer les ambassadeurs et les organismes internationaux dans le pays. Donc, il a eu 4 principales missions en plus, et ça ne le surcharge pas tant que ça pour assumer sa fonction de ministre. Alors, l'année d'après, il va se reposer, et quelqu'un d'autre prend le relais. Mais la désignation, elle ne se fait pas entre eux, sinon ça deviendrait une petite équipe, hein. Ça s'appelle l'oligarchie. Le Parlement qui est là toujours au mois de décembre, 1er décembre, pour choisir celui qui va prendre le poste au 1er janvier. Donc, ça, ce sera le premier élément. La démocratie, vous avez compris, de concordance, c'est représenter tout le monde, tous les territoires et toutes les ethnies, et permettre cette alternance automatique entre les populations. La deuxième chose que fera le Parlement, il va désigner annuellement, donc je l'ai dit, hein, le ministre qui va assumer la fonction de président, selon la règle de présidence tournante, et aussi c'est le Parlement qui va désormais nommer les hauts magistrats, les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration. Ça évitera le favoritisme, n'est-ce pas? Ça évitera le fait de l'homme. Ça permettra toujours de rester dans cet esprit de concorde. Et le quatrième élément qu'ils feront, vous l'avez peut-être deviné, c'est nommer les généraux et officiers de l'armée et des forces de l'ordre. Pour ne plus qu'ils soient sous les ordres de quelqu'un, mais toujours sous les ordres du peuple. Alors, quand le peuple aura donné toutes ses prérogatives au Parlement, le Parlement aussi peut dériver. S'il y a beaucoup d'argent et puis on ne sait pas pourquoi, les gens à un moment donné, à force d'être ensemble, deviennent amis. Donc, le peuple gardera toujours un œil sur ses parlementaires par les instruments que je vais vous citer. Il y en a au moins 4. 1. Le droit de pétition ou de veto sur les lois proposées par les députés et celles, j'ai dit, projetées par le gouvernement, parce qu'en fait, les gouvernements font les projets de loi et les députés font les propositions, les parlementaires font les propositions de loi. Donc, le peuple à tout moment peut dire, ah, ces messieurs-là, ils veulent adopter une loi, par exemple, hein, ouverture à la CEMAC, nous on n'est pas prêts. Il y a un de la société civile, une association ou quelqu'un de cohérence démocratique qui commence à collecter des signatures, c'est le droit de veto, le droit de pétition, et quand il atteint le quota qu'on aura inscrit dans la Constitution, supposons 10 000, une population moins de 2 millions, ça, on le dépose dans un bureau qu'on appellera chancellerie. La chancellerie recompte tout
Et à ce moment, la chancellerie dit, s'inscrit dans notre constitution, il y a 10 000 Gabonais qui ne veulent pas de votre loi. À partir de ce moment, s'il y en a 10 000, il y a probablement d'autres mécontents. On bascule à un référendum, à une consultation populaire. Donc, à tout moment, le peuple peut contrôler ses gouvernants par la possibilité de veto et de pétition. Deuxième instrument, c'est l'inscription des objets devant passer par référendum obligatoirement ou de manière facultative dans les constitutions. Il faut qu'on l'inscrive. Exemple, moi je peux très bien, demain vous m'élisez, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai des amis indiens à Paris, je dis bon, moi maintenant, le Gabon devient membre de je ne sais quelle organisation en Inde. Les Gabonais me diront non, non, non. Dans la Constitution, obligatoirement, on ne peut pas inscrire, pour inscrire notre pays dans un organisme international ou dans quelque chose qui ne nous concerne pas, il faut obligatoirement un référendum. Et puis quand même, on laisse là une part pour les référendums facultatifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui obligatoirement ne passeront pas par référendum, mais si nécessaire, c'est ça le facultatif, ça passera par référendum. Le troisième instrument, c'est la possibilité de recourir au référendum d'initiative populaire, l'initiative du peuple. C'est-à-dire que le peuple, à un moment donné, peut se dire, mais attends, ces gars-là, ils sont à Libreville, mais on nous parle ici de la rito-criminalité, et personne n'a osé adopter une loi en rapport avec la rito-criminalité. Donc, à ce moment, le peuple, toujours selon le principe des pétitions, ils atteignent un quota, ils font un projet de loi, c'est souvent la société civile qui le fera, et apportera cette loi aux parlementaires, d'abord à la chancellerie. La chancellerie, après vérification, la basculera au Parlement en leur disant, messieurs, depuis 5 ans que vous avez été nommés, ou 3 ans, il y a un problème que vous n'avez pas abordé, les citoyens ont pris les devants, et voici leur texte. Ça s'appelle l'initiative populaire ou l'initiative citoyenne. Le quatrième et dernier élément, c'est l'institution d'un service militaire obligatoire et généralisé pour tous les garçons de 18 à 30 ans, aboutissant à la création d'une armée de citoyens soldats réservistes éduqués à la paix et à la neutralité. Évidemment, si, c'est Kierkegaard, je crois, qui le disait, que la justice sans la force est faible, mais la force sans la justice est tyrannique. Donc, si on n'a pas un élément dissuasif hein, pour garantir la Constitution, il y a toujours le risque qu'un groupuscule détourne les choses. Et lorsqu'on instaure ce système de citoyens soldats, on donne en fait au peuple la possibilité, à tout moment, de défendre sa Constitution. N'est-ce pas que s'inscrit dans notre Constitution qu'à tout moment, le peuple peut destituer les gouvernants qui ne font pas l'affaire. Dans la Constitution française, américaine, toutes les constitutions du monde contiennent l'ont prévu. Mais comment le faites-vous si vous avez des brindilles d'armes et les autres ont des charmes et des kalachnikovs? Ça ne peut pas marcher. Donc dans ce système de conscrits, ça s'appelle comme ça, c'est le terme technique, mais je ne voulais pas l'adopter, on aura des casernes militaires dans les principales communes. Et pourquoi nous faisons le service militaire de 18 à 30 ans? Parce que cela permet d'amener les garçons à la maturité et de mériter ce titre de citoyen soldat, donc garant de la liberté, et d'être capable à un moment de n'utiliser la force que si elle est nécessaire. Donc les 12 ans, ce sont 12 années de formation. Je vais interrompre là, ma conclusion, ça va être celle-ci. Peut-être que j'ai été long, je ne me suis pas chronométré. La conclusion est celle-là. Est-ce que quelqu'un... Enfin, quelle question? Vous connaissez tous Nelson Mandela, Madiba, ok? Et vous avez tous fait le déplacement pour nous écouter. Mon souhait hein, n'est pas que vous allez en disant, bon, il nous a barbé avec cette histoire-là, mais il fallait bien que je m'exprime. Alors, Madiba disait quelque chose que je trouve très, très intéressant. Il disait ceci: je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. En s'enrichissant, on gagne. Je vous remercie. Je suis ouvert à vos questions si vous le voulez. Une question d'abord.